Je m'appelle Rebecca Martinez, j'ai 28 ans. Il y a 3 semaines, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital avec une clavicule fracturée, 3 côtes cassées et une commotion cérébrale si grave que les médecins craignaient une hémorragie cérébrale. Ma fille de 6 semaines, Emma, était avec une inconnue. Une spécialiste professionnelle en soins néonatales que j'avais engagée depuis mon téléphone pendant que les ambulanciers me désincarcéraient de ma Honda en miettes. L'accident n'était pas de ma faute. Un camion de livraison a grillé un feu rouge à près de 100 km/h et a percuté ma voiture de plein fouet sur le côté conducteur. L'impact a envoyé mon véhicule en toupie à travers 4 voies de circulation. Je me souviens du crissement du métal, de l'explosion de l'airbag, puis plus rien, juste l'obscurité et le son lointain des sirènes. Quand j'ai repris connaissance dans l'ambulance, mes premiers mots ont été pour Emma. Mon bébé, ai-je murmuré à travers le masque à oxygène. 6 semaines, à la maison avec la voisine. Besoin de quelqu'un ? L'ambulancière, une femme d'une 40aine d'années aux yeux bienveillants, m'a serré la main. On va vous aider à trouver une solution. Restez calme. Mais je ne pouvais pas rester calme. Emma était exclusivement allaitée. Elle n'avait jamais pris de biberon. Ma voisine, Madame Chin, avait 72 ans et n'avait accepté de garder Emma que pour les 20 minutes de trajet jusqu'à l'épicerie. Maintenant, cela faisait 40 minutes et je me dirigeais vers les urgences au lieu de rentrer chez moi. Depuis l'ambulance, les mains tremblantes et la vision encore floue, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Rebecca, je suis au spa. Qu'y a-t-il, maman ? Ma voix s'est brisée. J'ai eu un accident de voiture. Un grave. Je suis dans une ambulance. Emma est à la maison avec Madame Chin, peux-tu s'il te plaît aller la chercher ? Je ne sais pas quand Un accident. Elle a soupiré profondément, comme elle le faisait toujours quand je la dérangeais. Rebecca, es-tu sûre que c'est si grave ? Tu sais comment tu as tendance à dramatiser les choses. Je pouvais entendre de l'eau couler en arrière-plan. De la musique de spa. Le tintement de verres de champagne. Maman, ma voiture est une épave. J'ai un traumatisme crânien. Il m'emmène à l'hôpital County General. S'il te plaît, j'ai juste besoin que tu ailles chercher Emma. County General. C'est à 1 heure de chez moi. Je suis en train de me faire un enveloppement aux algues. Ton mari ne peut pas s'en occuper ? Marcus est à Dallas pour le travail. Il n'atterrira pas avant 5 heures. Maman, s'il te plaît. Elle a 6 semaines. Elle a besoin de... Attends. J'ai entendu une conversation étouffée. Puis la voix de ma sœur en arrière-plan, riant de quelque chose. Maman est revenue au téléphone. Rebecca, ta sœur et moi partons demain matin pour notre croisière dans les Caraïbes. Nous avons notre forfait spa pré-croisière aujourd'hui. C'est déjà payé. Ma tête me lançait. Chaque mot semblait me coûter toute mon énergie. Maman, c'est une urgence. Ta petite fille a besoin d'eux. Ta sœur n'a jamais ce genre d'urgence, Rebecca. Sa voix était devenue tranchante. Vanessa a 2 enfants et elle ne m'a jamais appelé une seule fois en panique à propos d'un accident de voiture ou d'une crise. Tu dois être plus organisé, plus responsable. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine, et ce n'était pas seulement mes côtes cassées. Je n'ai pas prévu de me faire percuter par un camion, maman. Eh bien, tu devrais avoir des plans de secours. C'est ce que font les parents responsables. Je ne peux pas tout laisser tomber chaque fois que tu as un problème. Nous planifions cette croisière depuis 8 mois. L'ambulance a heurté un nid de poule. La douleur a explosé dans mon torse. J'ai eu le souffle coupé. Est-ce que tu m'écoutes au moins ? Maman a continué, c'est exactement pour ça que je m'inquiète pour toi. Toujours si chaotique, toujours à avoir besoin d'être secourue. Je t'ai élevée pour que tu sois indépendante, mais tu appelles encore maman chaque fois que quelque chose ne va pas. L'ambulancière me regardait, l'inquiétude visible sur son visage. Elle pouvait entendre chaque mot à travers le haut-parleur du téléphone. Je ne te demande pas d'annuler ta croisière, dis-je en forçant les mots à sortir. Juste de garder Emma quelques heures jusqu'à ce que je puisse organiser autre chose.
S'il te plaît. Je monte sur un bateau demain, Rebecca. Je dois faire mes valises. Je dois me préparer. Ton père et moi méritons ces vacances. Nous avons travaillé dur toute notre vie. Nous n'allons pas laisser ton manque d'organisation gâcher notre voyage. Mon manque d'organisation. Ma voix s'est brisée. Maman, j'ai été percutée par un camion. Et je suis sûre que tu vas bien. Tu parles, n'est-ce pas? Tu es toujours si dramatique avec les problèmes de santé. Tu te souviens quand tu pensais avoir l'appendicite et que c'était juste des gaz? Ou quand tu étais convaincu d'avoir une pneumonie et que c'était un rhume? J'ai fermé les yeux. Le souvenir de ces moments me piquait différemment maintenant. Elle avait été dédaigneuse à l'époque aussi. Agacée que je l'ai dérangée. C'est différent. Ils étaient tous différents, d'après toi. Écoute, je dois y aller. Mon enveloppement refroidit. Appelle une de tes amies ou engage une babysitter. Tu gagnes bien ta vie, non? Problème résolu. La communication a été coupée. Je fixais l'écran fissuré de mon téléphone, la photo de contact de ma mère me souriant. Elle datait du Noël précédent. Elle tenait Emma, sa première petite fille, l'air fière pour la photo. J'avais pensé que les choses seraient différentes une fois Emma née, que devenir grand-mère l'adoucirait peut-être. J'avais tort. L'ambulancière m'a touché doucement le bras. Avez-vous quelqu'un d'autre que vous pouvez appeler? J'ai parcouru mes contacts avec des doigts tremblants. Ma meilleure amie, Alicia, était à Seattle pour une conférence. Les parents de Marcus étaient en Arizona. Ma voisine, Madame Chin, ne pouvait pas s'occuper d'un nouveau-né plus d'une heure. Puis je l'ai trouvée. Une carte de visite que j'avais enregistrée dans mon téléphone il y a 6 mois, quand j'étais enceinte et que nous cherchions des options de garde d'enfants. Elite Newborn Care, service d'urgence 24 juillet. Avec l'aide de l'ambulancière, je les ai appelés. Une voix calme a répondu immédiatement. Elite Newborn Care. Ici Monica. J'ai besoin d'aide. Les mots se sont bousculés. Je suis dans une ambulance. Accident de voiture. Ma fille de 6 semaines est à la maison avec une voisine âgée qui ne peut pas s'en occuper à long terme. J'ai besoin de quelqu'un maintenant. Quelqu'un qui peut s'occuper d'un bébé exclusivement allaité. Quelqu'un qui peut rester aussi longtemps que nécessaire. Nous pouvons vous envoyer quelqu'un dans les 45 minutes. Où est le bébé maintenant? Je lui ai donné l'adresse de Madame Chin. Monica a posé des questions calmes et professionnelles. Emma avait-elle des problèmes de santé? Y avait-il des fournitures à la maison? Quelle était ma destination hospitalière? Notre spécialiste, Claudia, sera là dans 40 minutes, a dit Monica. C'est une infirmière diplômée avec 15 ans d'expérience en soins néonatales. Elle se coordonnera avec l'hôpital pour le lait maternel si vous le pouvez, ou nous fournirons du lait maternisé si nécessaire. Ne vous inquiétez de rien. On s'occupe de votre fille. Combien cela coûtera-t-il? Notre tarif d'urgence est de $75 de l'heure avec un minimum de 4 heures. Mais pour l'instant, vous devez vous concentrer sur l'obtention de soins médicaux. Nous nous occupons du reste. J'ai failli pleurer. Quelqu'un m'aidait vraiment. Pas de jugement, pas de culpabilité, juste de l'aide. Merci, ai-je murmuré. De rien, maman. Nous prendrons soin d'elle comme si c'était la nôtre. Si vous appréciez cette histoire et voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, pourriez-vous prendre une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime » ? Cela m'aide vraiment à continuer à créer ces histoires. Les urgences étaient un chaos. Médecins, infirmières, machines qui bipent, lumière vive qui aggravait mes maux de tête. Ils ont fait un scanner de mon cerveau, des radiographies de ma poitrine et de mon épaule. Les analgésiques rendaient tout flou, mais une pensée restait limpide. Ma mère avait refusé d'aider sa propre petite fille. Pendant qu'il me recousait une entaille sur le front, mon téléphone a sonné. Marcus, ma chérie, oh mon Dieu, je viens d'atterrir et j'ai vu tes messages. Est-ce que ça va? Est-ce qu'Emma va bien? Je lui ai tout raconté. L'accident. Le refus de ma mère.
Le service de soins que j'avais engagé. Ta mère a dit non? Sa voix s'est élevée. Elle a dit non pour garder sa propre petite fille pendant une urgence médicale? Elle a une croisière demain. Je me fiche éperdument qu'elle ait un rendez-vous avec le pape. Tu as eu un accident de voiture. Il a pris une profonde inspiration. Je prends un vol de retour tout de suite. Je serai là dans 3 heures. Et ta présentation? Au diable la présentation. Ma femme est à l'hôpital. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer. Non pas à cause de la douleur ou de la peur, mais parce que la réaction immédiate de Marcus m'a montré ce à quoi une vraie famille était censée ressembler. Et cela a rendu le rejet de ma mère encore plus douloureux. Après qu'il m'ait admise pour une observation de nuit, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis le trajet en ambulance. Quelque chose que j'avais trop peur de faire depuis 9 ans. J'ai ouvert mon application bancaire et je suis allé dans les paiements automatiques. Il y avait le virement que j'avais mis en place à 19 ans. Quand j'avais eu mon premier vrai travail après l'université, et que mes parents avaient mentionné qu'ils avaient du mal avec leur hypothèque après que les heures de travail de papa aient été réduites. 4500 $ chaque mois, pendant 108 mois. Je ne leur avais jamais dit que c'était moi. Les paiements allaient sur un compte séparé que j'avais créé, puis étaient automatiquement transférés à leur société de crédit hypothécaire. Ils pensaient que la pension de papa avait augmenté, ou que le travail de comptabilité à temps partiel de maman rapportait plus qu'en réalité. Ils n'ont jamais posé de questions. Ils ont simplement profité de leur stabilité financière. Ces 4500 $ payaient la totalité de leur hypothèque, avec assez de reste pour le crédit de leur voiture. C'est comme ça qu'ils pouvaient s'offrir des journées au spa, des croisières dans les Caraïbes et des virées shopping avec ma sœur. C'est comme ça que papa a pu prendre sa retraite à 62 ans au lieu de travailler jusqu'à 65 ans. 4500 $ fois 108 mois, 486 000 $. J'avais payé près d'un demi-million de dollars pour assurer le confort de mes parents, et ma mère ne pouvait pas consacrer 3 heures à tenir sa petite fille pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai annulé le virement automatique. Puis j'ai fait autre chose. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. Je l'ai nommé « L'avenir d'Emma ». J'ai mis en place le même virement automatique, 4500 $ par mois, mais cette fois vers un compte pour ma fille. La fille que ma mère ne s'était pas donné la peine d'aider. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton de confirmation pendant 1 seconde seulement. Puis j'ai appuyé. Une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes. « Vous avez meilleure mine », dit-elle. « Vous avez repris des couleurs. Je viens de prendre une décision que j'aurais dû prendre il y a des années. » Elle a souri. Ce sont généralement les meilleurs. Vers 20 heures, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôpital. Je m'attendais à Marcus, mais c'est un homme grand, d'environ 70 ans, qui est entré. Cheveux gris, yeux bleus perçants, portant un cardigan malgré la chaleur californienne. Papy. Le père de ma mère. L'homme qui m'avait appris à pêcher, qui avait payé mes manuels universitaires quand l'argent était rare, qui m'avait glissé 200 $ à chaque anniversaire pour quelque chose de spécial, même après que je sois devenu adulte. Papy, j'ai essayé de me redresser en grimaçant. Comment as-tu? C'est Madame Chin qui m'a appelé. Il a approché une chaise de mon lit. Elle a dit que tu avais eu un accident et que ma fille avait refusé d'aider avec le bébé. Elle a dit qu'elle avait entendu votre conversation téléphonique quand tu es passé chercher Emma plus tôt. J'avais récupéré Emma chez Madame Chin avant que les ambulanciers ne m'emmènent à l'hôpital. La spécialiste, Claudia, m'y avait retrouvée. Apparemment, Madame Chin avait été horrifiée par ce qu'elle avait entendu. Papy, je vais bien. Emma est avec une professionnelle. Tout va. Arrête. Sa voix était douce mais ferme. Ne fais pas ça. Ne minimise pas ce qui s'est passé. Il est resté assis en silence un moment, me regardant simplement. Puis il a dit, « Ta grand-mère et moi avons payé pour cette croisière. » J'ai cligné des yeux. Quoi? La croisière dans les Caraïbes dont ta mère parle depuis des mois. Nous l'avons payée. Nous l'avons achetée pour son anniversaire de mariage et celui de ton père. Ça nous a coûté 12 000 $ pour le forfait premium. Il a secoué la tête.
Je pensais que nous leur faisions un beau cadeau. Je ne réalisais pas que nous financions leur excuse pour abandonner leur fille et leur petite-fille. Papy, tu ne savais pas, j'ai appelé ta mère il y a 1 heure. Sa voix s'est durcie. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle avait fait. Tu sais ce qu'elle a dit? J'ai attendu. Elle a dit que tu étais dramatique, que tu allais bien, que tu avais toujours été trop dépendante et que tu devais apprendre à te débrouiller seule. Il s'est penché en avant. Puis elle a dit, Emma n'est même pas ma responsabilité. Rebecca a choisi d'avoir un bébé. Elle doit en assumer les conséquences. Les mots m'ont frappé comme une seconde collision. Des conséquences, ai-je répété. Elle a appelé ma fille. Une conséquence. C'est là que je lui ai dit que la croisière était annulée. Mes yeux se sont écarquillés. Quoi? J'ai appelé la compagnie de croisière. J'ai annulé la réservation. En tant qu'acheteur, j'ai ce droit. Il rembourse l'argent sur ma carte de crédit. Il a souri, mais sans chaleur. Ta mère et ton père n'iront sur aucune croisière demain. Papy, tu n'étais pas obligé. Si, j'étais obligé. Il a tendu la main et a pris la mienne avec précaution, en évitant la perfusion. Rebecca, je dois te dire quelque chose. Ta grand-mère, avant de mourir, elle m'a fait promettre de veiller sur toi. Elle disait qu'elle s'inquiétait de la façon dont ta mère te traitait différemment de Vanessa. J'ai senti les larmes monter. Je pensais qu'elle voyait peut-être des choses qui n'existaient pas. Les grands-mères peuvent être protectrices. Mais au fil des ans, j'ai observé. J'ai vu les schémas. La façon dont ta sœur est félicitée pour les mêmes choses pour lesquelles tu es critiquée. La façon dont tes réussites sont minimisées alors que les siennes sont célébrées. La façon dont on attend toujours de toi que tu sois compréhensive alors qu'elle a le droit d'être égoïste. C'est juste maman, dis-je faiblement. C'est comme ça que tu l'as laissé être. Comment nous l'avons tous laissé être. Il a serré ma main. Plus maintenant. Pas après ça. On a de nouveau frappé. Cette fois, c'était Marcus, encore en costume de sa conférence, portant des fleurs et l'air affolé. Quand il m'a vu, son visage s'est décomposé de soulagement. Je vais bien, dis-je alors qu'il m'embrassait doucement le front. Nous allons bien. Papy s'est levé. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Mais Rebecca, avant de partir. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Quelque chose d'autre qui se serait passé? J'ai hésité. Puis je lui ai parlé des paiements mensuels de $4500, des 9 années de soutien financier, de la façon dont je venais de l'annuler. Le visage de Papy est devenu très immobile. Tu as payé leur hypothèque et le crédit de leur voiture. Je l'ai mis en place quand j'avais 19 ans. Ils n'ont jamais su que c'était moi. $4500 par mois pendant 9 ans. Il a fait le calcul rapidement. C'est presque un demi-million. $486 000, ai-je confirmé. Marcus me dévisageait. Tu ne me l'as jamais dit. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste. Ils avaient besoin d'aide et je pouvais la fournir. Alors je l'ai fait. Papy est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, t'ont-ils jamais remercié? Ont-ils jamais reconnu l'aide? Ils ne savaient pas que c'était moi. Mais ils savaient que leur situation financière s'était considérablement améliorée. Ils savaient qu'ils avaient soudainement de l'argent supplémentaire chaque mois. L'ont-ils jamais remis en question? Se sont-ils jamais demandé? Ont-ils jamais pensé qu'ils devraient peut-être être plus prudents? Avec de l'argent apparu de nulle part? Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Ils l'ont juste dépensé, dis-je lentement, en croisière, en shopping, en journée au spa et en aidant Vanessa avec son apport pour sa maison. Et je me suis arrêtée. Ils ont aidé Vanessa à acheter sa maison. Avec mon argent. Et quand tu as eu un accident de voiture avec un bébé de 6 semaines, ta mère ne pouvait pas consacrer 3 heures. La voix de Papy était glaciale. Elle a pris ton argent pendant 9 ans et n'a pas pu te donner 3 heures. Il a sorti son téléphone. Je passe un appel. Repose-toi.
Il est sorti dans le couloir, mais je pouvais entendre sa voix à travers la porte. Patricia, c'est papa. Non, je ne discute plus de la croisière. J'appelle pour autre chose. Quelque chose que je viens d'apprendre. Pause, savais-tu que Rebecca paie ton hypothèque depuis 9 ans? Silence puis la voix de papy, plus dure. 4 500 $ par mois, Patricia. 486 000 $ au total. Ta fille, celle que tu as qualifiée de dramatique aujourd'hui, celle que tu as refusé d'aider, te maintient à flot financièrement depuis ses 19 ans. Autre pause, elle a annulé les paiements cet après-midi depuis son lit d'hôpital, après que tu l'aies abandonnée, elle est ta petite fille. Je pouvais entendre la voix de ma mère maintenant, stridente, même à travers le téléphone. Papy l'a laissé parler un moment. Puis il a prononcé les mots qui ont tout changé. Tu as 24 heures pour arranger ça, Patricia. 24 heures pour t'excuser auprès de ta fille, pour rencontrer ta petite fille correctement, pour montrer ne serait-ce qu'une fraction de la gratitude et de l'amour qu'elle mérite. Si tu ne le fais pas, je change mon testament. Tout ce que je prévoyais de te laisser, la maison à Pasadena, les actions, les bons d'épargne, tout, ira à Rebecca et Emma à la place. Plus de cris au téléphone, je ne bluffe pas. J'ai déjà appelé Gerald Hoffman, mon avocat. Il prépare les modifications demain matin. Tu penses que je vais laisser mon héritage à quelqu'un qui traite sa propre fille comme une ordure? Qui qualifie sa petite fille de conséquence? Sa voix a baissé. Ta mère aurait honte de toi. Moi, j'ai honte. Il a raccroché. Marcus et moi étions assis dans un silence stupéfait. Papy est revenu, l'air d'avoir vieilli de 10 ans, mais d'une certaine manière plus déterminé. Cette femme est ma fille, et je l'aime. Mais l'amour ne signifie pas accepter un comportement inacceptable. C'est ta grand-mère qui me l'a appris. Papy, ton testament. Tu n'es pas obligé. C'est déjà fait dans ma tête. Qu'elle s'excuse ou non, tu recevras la majorité. Mais je lui donne 24 heures parce que ta grand-mère aurait voulu que je donne à sa fille une chance de faire ce qui est juste. Il m'a embrassé sur le front. Repose-toi. Je vais aller rencontrer mon arrière-petite-fille. Marcus, envoie-moi par texto l'adresse de ce service de soins. Après son départ, Marcus s'est glissé avec précaution dans le lit d'hôpital à côté de moi, me tenant comme si j'étais en verre. $1 demi-million, a-t-il murmuré. Ma chérie, on aurait pu rembourser notre maison. Je sais. On aurait pu commencer le fonds d'études d'Emma il y a des années. Je sais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je suis restée silencieuse un long moment. Parce qu'alors j'aurais dû admettre ce que je savais déjà. Que je payais pour un amour qui aurait dû être gratuit. Que j'achetais l'approbation de mes parents. Que peu importe combien d'argent je leur donnais, ce ne serait jamais assez pour qu'ils me traitent comme ils traitent Vanessa. Il m'a serré plus fort. Je suis désolé, dit-il. Pourquoi? De ne pas l'avoir vu plus tôt. De ne pas l'avoir protégé d'eux. Tu m'as protégé. Tu es rentré en avion de Dallas au milieu de ta plus grosse présentation de l'année. C'est juste de la décence humaine de base, Beck. C'est le strict minimum. Exactement, dis-je, et ma mère n'a même pas pu gérer ça. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22 heures. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé. Refusé. Puis les textos ont commencé à arriver. Rebecca, nous devons parler de ce malentendu. Ton grand-père est complètement déraisonnable. Je n'ai jamais dit que je n'aiderais pas. Tu ne m'as pas laissé la chance de m'expliquer. Tu déchires cette famille pour un simple malentendu. J'ai bloqué le numéro. Puis ma sœur a appelé. Putain, qu'est-ce que tu as fait? La voix de Vanessa était acérée. Maman est hystérique. La croisière est annulée. Papy menace de la déshériter. Tout ça parce que tu as eu un simple accrochage et que maman ne pouvait pas tout laisser tomber immédiatement. Ce n'était pas un simple accrochage. J'ai 3 côtes cassées et une clavicule fracturée. Eh bien, tu es clairement assez bien pour provoquer un drame familial. Sais-tu à quel point maman attendait cette croisière? Sais-tu à quel point elle a travaillé dur?
Travailler? J'ai failli rire. Vanessa, je paie leur hypothèque depuis 9 ans. 4500 $ chaque mois. C'est comme ça que maman peut se permettre de ne pas travailler. C'est comme ça que papa a pris sa retraite anticipée. C'est comme ça qu'ils t'ont aidé avec l'apport pour ta maison. Silence, tu mens. Vérifie avec papy. Ou mieux encore, demande à maman. Demande-lui d'où elle pensait que venaient ces 4500 $ supplémentaires par mois depuis 9 ans. Même si c'est vrai. C'est vrai. Point, ça ne te donne pas le droit de manipuler papy. Il est âgé. Il n'a pas toute sa tête. Il a plus toute sa tête que n'importe qui. Il voit exactement ce qu'est maman, ce que tu es, ce que je suis. Sa voix s'est élevée. Je ne suis pas celle qui fait chanter sa propre mère avec l'héritage de papy. Non, tu es juste celle qui reçoit tout sur un plateau pendant que je paie pour ça. L'enfant chéri qui ne peut rien faire de mal pendant que je suis toujours le problème. J'ai pris une inspiration. J'en ai fini, Vanessa. J'ai fini de financer ton style de vie. J'ai fini d'être le distributeur automatique de la famille. J'ai fini d'accepter des miettes d'attention pendant que tu es célébrée pour le simple fait d'exister. Tu es folle. Maman t'aime. Maman me tolère tant que je suis utile. Aujourd'hui, j'ai appris exactement ce que vaut mon utilité. 3 heures. Elle n'a pas pu me donner 3 heures pour sa petite fille. Elle avait des projets. J'avais un traumatisme crânien. Vanessa est restée silencieuse un moment. Puis, tu sais quoi? Très bien. Garde l'argent de papy. Garde ta mentalité de victime. Mais ne t'attends pas à ce que je te plaigne quand tu te retrouveras seule parce que tu auras repoussé tout le monde. Elle a raccroché. Marcus avait écouté toute la conversation. Ça va? En fait, oui. Et je le pensais. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Le lendemain matin, j'ai été autorisée à sortir avec des instructions strictes de me reposer pendant 2 semaines. Marcus a amené Emma à l'hôpital et j'ai tenu ma fille pour la première fois depuis l'accident. Elle était parfaite, en bonne santé, choyée. Claudia, la spécialiste en soins, avait fait un travail incroyable. Elle avait tenu des notes détaillées sur les heures de tétée, les changements de couche, les cycles de sommeil. Elle avait même tiré et conservé le lait maternel que l'hôpital m'avait aidé à exprimer. Vous avez une fille magnifique, a dit Claudia en rassemblant ses affaires. Et vous êtes une maman forte. Peu de femmes auraient pu passer les appels que vous avez passés depuis une ambulance. J'ai eu de l'aide. Merci d'avoir été là quand ma propre mère ne l'était pas. Elle a souri tristement. La famille, ce sont ceux qui sont là. Souvenez-vous de ça. Nous sommes rentrés à la maison, accueillis par des fleurs. Des dizaines de bouquets d'amis, des collègues de Marcus, des voisins. Des cartes me souhaitant un prompt rétablissement. Rien de mes parents. Rien de ma sœur. Mais il y avait quelque chose de papy. Une grande boîte avec un mot, pour l'avenir d'Emma, parce qu'elle mérite des grands-parents qui la choisissent en premier. Avec amour, Papy Joe. À l'intérieur se trouvaient des bons d'épargne. D'une valeur de 50 000 $. J'ai pleuré. Le délai de 24 heures est passé. Aucune excuse n'est venue. Pas d'appel, pas de texto. L'avocat de papy a appelé le lendemain pour confirmer que le testament avait été modifié. Rebecca Martinez et Emma Martinez étaient désormais les principales bénéficiaires. Ma mère recevrait 10 000 $, assez pour de belles vacances, mais pas assez pour maintenir le style de vie que mon argent finançait. 2 semaines après l'accident, le paiement de l'hypothèque de ma mère a été rejeté. Puis celui de leur voiture. Je le sais parce qu'elle a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. Rebecca, il y a eu une sorte d'erreur avec notre hypothèque. Le paiement n'est pas passé. Peux-tu vérifier de ton côté? J'ai pris une profonde inspiration. Il n'y a pas d'erreur, maman. J'ai annulé les paiements. Quoi? Pourquoi ferais-tu? Elle s'est arrêtée. Attends, c'était toi. Toutes ces années, c'était toi qui envoyais l'argent. Chaque mois depuis que j'ai 19 ans. Mais
Mais nous pensions. La pension de ton père suffit à peine à couvrir nos factures. J'ai couvert tout le reste pendant 9 ans. Rebecca, tu ne peux pas simplement arrêter. Nous allons perdre la maison. Nous allons tout perdre. Comme j'ai failli tout perdre quand ce camion m'a percuté. Quand j'étais seule dans l'ambulance, terrifiée, appelant ma mère à l'aide et me faisant rejeter. Je me suis excusée pour ça. J'ai appelé papy. Tu as appelé papy pour sauver ton héritage. Tu ne t'es jamais excusée auprès de moi. Silence, maman, tu as eu 9 ans de soutien financier de ma part. 9 ans que j'ai donné librement, n'attendant rien en retour, sauf peut-être d'être traitée comme si je comptais. Comme si je valais 3 heures de ton temps pendant une urgence médicale. Tu n'as même pas pu me donner ça. Rebecca, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. L'ironie était si épaisse que j'ai failli m'étouffer. C'est toi qui m'as abandonné en premier. Tu as abandonné ta petite fille. Tu as fait ton choix quand tu as choisi une croisière plutôt que l'urgence de ta fille. Maintenant, je fais le mien. Et la loyauté familiale? Et alors? Où était ta loyauté quand on me désincarcérait d'une voiture? Où était ta loyauté quand ta petite fille de 6 semaines avait besoin de toi? On peut arranger ça. On peut faire une thérapie familiale. On peut. Non. Le mot semblait puissant. Final. J'ai fini d'essayer d'arranger les choses. J'ai fini d'être la seule à essayer. J'ai fini de payer pour un amour qui devrait être gratuit. J'ai raccroché. Les appels sont arrivés par vagues après ça. Maman, papa, Vanessa, même des cousins que je connaissais à peine. Tous avec le même message. Je déchirais la famille, j'étais vindicative, je surréagissais. Aucun d'eux n'a demandé si j'allais bien. Aucun n'a demandé des nouvelles d'Emma. Aucun n'a reconnu que le refus de ma mère d'aider pendant une urgence médicale était le vrai problème. Je les ai tous bloqués. Papy venait chaque semaine. Il tenait Emma et lui racontait des histoires sur son arrière-grand-mère. Il me demandait comment j'allais. Il apportait des courses et aidait à la maison. Tu fais ce qu'il faut, m'a-t-il dit un après-midi. Il faut du courage pour s'éloigner de la toxicité, même quand c'est la famille. Surtout quand c'est la famille. Penses-tu qu'elle comprendra un jour? Honnêtement, probablement pas. Les gens comme ta mère se voient comme la victime dans chaque histoire. Tu seras toujours la fille ingrate qui l'a coupé des vivres, pas l'enfant généreuse qui l'a soutenue pendant des années ou la mère blessée qui avait besoin d'une aide élémentaire. C'est triste. Ça l'est. Mais ce n'est pas ta responsabilité de réparer sa perspective. Ta responsabilité est envers Emma, envers toi-même, envers la construction de la famille que tu mérites. Il avait raison. 3 mois plus tard, j'ai appris par un ami commun que mes parents avaient déménagé dans un appartement plus petit, qu'ils avaient vendu leur voiture et acheté quelque chose de plus économique, que ma mère avait pris un emploi de comptable à temps plein. Ils apprenaient à vivre selon leurs moyens réels pour la première fois en 9 ans. Je ne ressentais aucune satisfaction face à leurs difficultés, mais je ne ressentais aucune culpabilité non plus. 6 mois après l'accident, Marcus a eu une promotion. Nous avons utilisé sa prime pour commencer le fonds d'études d'Emma. Les mêmes 4 500 $ par mois que j'envoyais à mes parents allaient maintenant sur un compte pour notre fille. Dans 18 ans, à ce rythme, Emma aurait près d'1 million de dollars pour son éducation. 1 million de dollars qu'elle n'aurait jamais à rembourser. 1 million de dollars donnés librement, avec amour, parce que c'est ce que font les parents. 1 an après l'accident, j'ai reçu une lettre. Pas de ma mère, mais de ma sœur. Rebecca, je t'écris parce que je comprends enfin ce que tu as essayé de me dire. Maman m'a demandé de commencer à l'aider avec leurs factures. Elle a dit que c'était temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. C'est devenu des demandes mensuelles d'argent, puis hebdomadaires, puis presque quotidiennes. Elle m'a demandé 47 000 $ jusqu'à présent cette année. Je lui en ai donné 23 000. Mon mari est furieux. Mon mariage est en difficulté. Et quand j'ai dit à maman que je ne pouvais plus donner, elle m'a traité d'égoïste. D'ingrate.
Exactement comme elle te traitait. Je comprends maintenant. Tu n'exagérais pas. Tu n'étais pas dramatique. Tu étais utilisé. Et au moment où tu n'as plus pu être utile, tu es devenu jetable. Je suis désolée de ne pas t'avoir cru. Je suis désolée de l'avoir choisie, elle, plutôt que toi. Je comprendrai si tu ne veux plus jamais me parler, mais je voulais que tu saches que tu avais raison sur tout. Ta sœur, Vanessa. J'ai lu la lettre 3 fois. Une partie de moi voulait se sentir vengée. Dire, je te l'avais bien dit. L'accueillir dans le club des filles qui avaient enfin vu clair dans la manipulation de notre mère. Mais surtout, je me sentais juste fatiguée. J'ai répondu, pas une longue lettre, juste un court mot. Vanessa. Merci pour ton honnêteté. J'espère que tu trouveras le courage de poser des limites comme je l'ai fait. Tu mérites mieux que d'être un distributeur automatique. Je ne suis pas prête à reconstruire une relation pour l'instant. Peut-être un jour. Mais j'apprécie que tu reconnaisses la vérité. Prends soin de toi. Rebecca. Je n'ai plus eu de ces nouvelles, et c'était bien comme ça. Emma a maintenant 2 ans. Elle est drôle, pleine de caractère et ne sait rien de la grand-mère qui l'a qualifiée de « conséquence ». Elle connaît Papy Joe, qui vient tous les dimanches et lui lit les mêmes histoires qu'il me lisait. Elle connaît les parents de Marcus, qui sont venus d'Arizona pour aider quand elle a eu le croup et ne se sont jamais plaints une seule fois. Elle sait que la famille, ce sont les gens qui sont là. La semaine dernière, nous étions au parc quand une autre mère a demandé si les grands-parents d'Emma venaient la voir. « Oh oui », ai-je dit en regardant Emma rire aux éclats pendant que Papy la poussait sur la balançoire. Son grand-père vient chaque semaine. « Et tes parents ?» J'ai souri. « C'est lui, mon parent. Celui qui compte. » La femme avait l'air confuse mais n'a pas insisté. Voici ce que j'ai appris au cours des 2 années qui ont suivi cet accident de voiture. Certaines personnes ne vous apprécient que pour ce que vous leur apportez. Au moment où vous cessez de le faire, elles vous montreront exactement qui elles sont. Croyez-les. Ne perdez pas des années à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné gratuitement. Je pense parfois à ces 486 000 $. Un demi-million de dollars que je ne récupérerai jamais. De l'argent qui aurait pu changer ma vie de 1000 manières différentes. Mais je pense aussi à ce que j'ai gagné en coupant les ponts. La paix. Le respect de soi. Une compréhension claire de ma propre valeur. Une famille bâtie sur un amour authentique plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Ma mère envoie une carte chaque année pour l'anniversaire d'Emma. Je ne les ouvre pas. Elles vont directement dans une boîte au garage. Peut-être qu'un jour, Emma voudra en savoir plus sur ce côté de sa famille. Peut-être qu'elle voudra les lire. Mais pour l'instant, elle a tout ce dont elle a besoin. Des parents qui la choisissent chaque jour, un arrière-grand-père qui l'adore. Et un avenir financé par l'amour, et non par la culpabilité. S'il y a quelqu'un qui écoute ceci et qui a été le distributeur automatique de la famille, qui a payé pour un amour qui aurait dû être gratuit, qui a été diminué, rejeté et traité de dramatique en exprimant des besoins légitimes, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de financer votre propre maltraitance. Vous n'êtes pas tenu de financer des gens qui refusent d'être là pour vous. Vous avez le droit de garder votre argent, votre temps et votre énergie pour les gens qui vous apprécient vraiment. Et si s'éloigner signifie perdre des gens qui n'aimaient que ce que vous pouviez leur donner, vous ne perdiez pas une famille. Vous perdiez des profiteurs. Il y a une différence. Je m'appelle Rebecca Martinez. J'ai 30 ans. Je suis une mère, une épouse et une petite fille. J'étais aussi une fille et une sœur. Mais j'apprends que l'ADN ne fait pas la famille. La loyauté, si. Le respect, si. Le fait d'être présent, si. Il y a 2 ans, ma mère a refusé de garder mon nouveau-né pendant mon accident de voiture parce qu'elle avait des billets de croisière. Maintenant, elle travaille à temps plein pour s'offrir une vie qu'elle tenait pour acquise. Mon grand-père a changé son testament pour protéger la petite fille qui avait besoin de protection, moi. Je m'épanouis. Nous nous épanouissons. Parce que parfois,
la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est de se construire une vie magnifique avec les gens qui méritent vraiment d'en faire partie. Si vous avez trouvé de la force dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous écoutez. Et si vous avez posé des limites similaires avec des membres de famille toxiques, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous là, à construire de meilleures familles, un choix à la fois.